Et alors, comme l'essentiel de l'énergie est fossile, vous avez ici le drame des négociations climat, qui est que plus il y a de CO2, plus il y a de PIB, plus il y a de PIB, plus il y a de CO2. En fait, c'est un rapport de cause à conséquence. Plus il y a de machines, plus il y a de PIB, mais comme les machines consomment de l'énergie fossile, plus il y a de machines, plus il y a de CO2. Donc aujourd'hui, on ne sait pas faire plus de PIB avec moins de CO2. Et ma conclusion, après avoir bien regardé la physique sous-jacente de l'économie, c'est qu'on ne saura jamais faire dans les bons ordres de grandeur pour garder la civilisation industrielle qu'on a aujourd'hui en allant à la neutralité carbone. Donc en gros, aller à la neutralité carbone, c'est accepter une récession structurelle. C'est clairement ça. PIB. Donc si le prix de l'immobilier double, ça fait du PIB virtuel qui est réel dans la croissance du PIB, mais qui est totalement virtuel parce que ça ne fait pas plus de mètres carrés pour les gens. Alors ce que je suis en train de vous dire avait été théorisé il y a 50 ans déjà par une équipe de dynamiciens des systèmes issus du même prestigieux établissement que Thomas Olivier, c'est-à-dire le MIT, et ils avaient regardé comment pouvaient évoluer un certain nombre d'indicateurs macroscopiques caractérisant l'humanité sur une planète finie. Alors les indicateurs caractéristiques qu'ils avaient regardés, c'était la population, que sur ce graphique vous voyez ici en vert, la quantité de nourriture produite, que vous voyez ici en violet, la production de biens industriels, que vous voyez ici en rouge, la pollution, c'est-à-dire les sous-produits indésirables que je vous ai évoqués, et ça c'est les ressources restantes. Alors, nos amis disent, au début, j'ai un stock de départ de ressources, la population, je démarre en 1900, hein, la population n'est pas très élevée, la nourriture, j'en produis pas énormément, puisqu'il n'y avait pas énormément de gens à nourrir, etc. Et alors, le rapport a été fait en 72. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il se passe qu'au début, tout va bien. Vous voyez, la population augmente, la nourriture qu'on produit augmente, la production industrielle augmente, la pollution n'augmente pas très très vite et les ressources ne baissent pas très très vite, donc tout va bien. Et au moment où sort le rapport dit du Club de Rome, non seulement tout va bien, mais ils avaient théorisé que tout continuerait à aller bien pour encore un certain temps. Hein. C'est-à-dire qu'on continuerait à avoir pas mal de ressources, qu'on continuerait, etc., et que la pollution ne serait pas encore dramatique. C'est après qu'on rigole. Donc ils nous disent, après, vous pouvez retourner le problème dans tous les sens. Vous pouvez retourner le problème dans tous les sens. Tant qu'on cherche à faire croître la production économique, c'est-à-dire le prélèvement de ressources, pour la transformer en autre chose, quelque part dans le courant du XXIe siècle, le système s'effondre sur lui-même. Alors un effondrement, c'est quoi? C'est que vous êtes au-delà de la capacité de relaxation du système. Il ne peut plus revenir en arrière après que vous ayez franchi des seuils. C'est physique, ça aussi, hein, c'est des trucs qui sont bien connus en physique. Et à ce moment, quoi que vous fassiez, de toute façon, la population diminue de façon drastique, la production industrielle diminue de façon drastique, la quantité de nourriture qu'on peut produire sur Terre diminue de façon drastique. Voilà. Alors, si vous avez plus de ressources, vous en consommerez plus, vous êtes plus tranquille sur les ressources, mais du coup, vous polluerez plus, donc c'est la pollution qui vous tue. Enfin bon, bref, ils avaient changé les conditions initiales dans tous les sens, et dans tous les cas de figure, ils étaient retombés sur la même conclusion. Dans le courant du XXIe siècle, le système s'effondre. Alors, au Shift Project, je vais finir la présentation par là, on va essayer pour les prochaines présidentielles de sortir un programme économique qui n'ait pas besoin de croissance. Alors, plus exactement, on dit on va sortir un programme économique qui est « je joue à l'accord de Paris pour de vrai ». Et l'accord de Paris, c'est on devient neutre en carbone en l'espace de quelques décennies. Alors si vous voulez voir ce que ça représente, ça veut dire en particulier que les émissions sont divisées par 3 d'ici à ce que mes enfants aient mon âge, donc dans les 30 ans qui viennent. Ça veut dire qu'elles doivent baisser de 5% par an tous les ans à partir de maintenant. 5%, c'est ce qu'elles ont fait en 2020 à cause du Covid. Hein. Donc tous les ans, il faut faire la même chose. Et ça veut dire en particulier, à cause du fait que c'est l'énergie fossile qui est la pièce maîtresse de la civilisation thermo-industrielle que nous avons créée, ça veut dire que nous sommes en récession structurelle. C'est ça que ça veut dire. Donc nous, on va dire, très bien, on va essayer de voir à quoi ça ressemble, de continuer à avoir des jobs, de l'espoir, et comment est-ce qu'on organise nos activités dans un monde où la sobriété devient le maître mot. Comment est-ce qu'on fait pour organiser ce truc-là et s'en sortir le moins mal possible? Donc c'est exactement ce travail que nous avons commencé à faire. Il sera probablement jamais parfait, mais c'est une base de discussion qu'on va essayer de poser sur la table à partir de septembre pour être capable d'engager un débat que nous espérons adulte sur le problème que je viens d'évoquer, sans se raconter d'histoire, et avec une approche qui est bouclée. Donc ce plan de transformation de l'économie française en faveur du climat et de la résilience, ça veut dire que vous essayez effectivement d'apporter des solutions. Est-ce que vous commencez à rejoindre cette vision sur le fait que c'est possible de décarboner l'énergie, de trouver... Alors, en réaction, si aujourd'hui on avait la même quantité d'énergie totalement décarbonée, il y a plein de problèmes dont on ne serait toujours pas débarrassé pour autant. On continue à empiéter sur les espaces naturels, on continue à la manger, on est 8 milliards d'individus mangeant trop de viande, donc on déforeste. 40% des émissions de gaz à effet de serre, ça ne vient pas de l'énergie, ça vient de l'agriculture, de la déforestation et d'autres procédés.
Si tous les bateaux étaient nucléaires, on pêcherait quand même trop. Donc il y a une pression humaine sur l'environnement qui ne se limite pas à la question du CO2. Par contre, elle est au premier ordre ramenable à la quantité d'énergie qu'on utilise, cette pression humaine. Donc le fait que l'énergie se décarbone en restant identique en volume, ça ne règle pas tous nos problèmes. Donc on est obligé de la baisser aussi. Ce qui montre aussi l'aspect éthique de tout ça. Si on baisse l'énergie, on baisse la quantité de machines en fonctionnement et donc on baisse le PIB. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. Donc dans les scénarios de place que j'ai regardés, il n'y en a pas un qui soit bouclé. C'est-à-dire que le scénario de l'AIE, enfin de l'Agence internationale de l'énergie par exemple, il repose sur un certain nombre d'hypothèses qui me semblent relever du conte de fées. La première hypothèse, c'est qu'il verrait un quadruplement de l'efficacité énergétique de l'économie overnight. Là, voilà. Sur un siècle, on n'a jamais fait mieux que 1% par an en tendance longue, et eux, ils passent ça à 4-5%. On ne sait pas comment. Voilà, alors, dans un tableur, c'est très facile de faire 5%, moi je sais faire ça aussi, mais dans la vraie vie, c'est une autre paire de manches. La deuxième chose, c'est qu'on continue à utiliser des fossiles et on met de la capture et séquestration du carbone partout. Alors, pour donner un ordre de grandeur, même si on est un peu technique, aujourd'hui, la masse conjuguée de pétrole et de gaz qu'on extrait de terre tous les ans, c'est 7 milliards de tonnes. 4 milliards de tonnes de pétrole, 3 milliards de tonnes de gaz. Dans le scénario de l'Agence internationale de l'énergie qui nous permet de tenir sous les 2 degrés, pour conserver la croissance, on conserve plein d'énergie, dont des fossiles, mais on capture, et la quantité de CO2 qu'on capturerait pour remettre sous le sol dans 30 ans, pas loin quand même, hein, ça serait 9 milliards de tonnes par an. C'est-à-dire qu'on ferait plus que doubler la taille du secteur oil and gas, juste pour remettre sous terre un produit qui aujourd'hui n'a strictement aucune valeur commerciale. Pas une seconde, un truc comme ça ne va arriver. Bon. La quantité de métal qu'il faudrait produire pour faire les voitures électriques et les éoliennes et les panneaux solaires qu'il y a dans le scénario en question suppose de multiplier la production de nickel par 20 en 20 ans. Alors je pense qu'Eramet serait ravi, mais j'ai quelques doutes sur le fait qu'on va y arriver, et supposerait de multiplier la production de cuivre par 3 en 20 ans. C'est pareil, j'ai quelques doutes sur le fait qu'on va y arriver, etc., etc. Donc en fait, le scénario en question, il n'est absolument pas bouclé, et aujourd'hui, je n'ai jamais vu un scénario de croissance verte bouclé. Pas un. Donc, plutôt que de prendre un pari qui a toutes les chances de ne pas se réaliser, au Shift Project, on a dit, nous, on va prendre le pari qu'on va fonctionner dans un monde sans croissance, puis s'il y en a, je pense qu'on saura quoi en faire, alors que si on prend le pari qu'il y en aura et qu'il n'y en a pas, là, on est quand même un peu coincé parce qu'on se met dans une situation dans laquelle la marmite sociale explose. Bon. Donc la façon dont on s'y prend, c'est qu'on raisonne par secteur. On va raisonner physique, c'est-à-dire qu'on va raisonner ressources, on va raisonner compétences, c'est-à-dire gens. Donc on va s'occuper des gens et des ressources. Et l'économie deviendra un terme de bouclage. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait ce que doivent faire les gens et avec quelles ressources, on mettra des euros derrière en disant ben voilà ce que ça peut représenter en termes d'euros. Mais à la limite, on s'en fout. S'il faut passer des voitures à pétrole au vélo électrique, c'est ça qu'il faut faire. Après, que le vélo électrique vaille 1000, 2000 ou 5000 ou 10 000 euros, ce n'est pas tellement le sujet. Le sujet, c'est que les gens en aient un. Bon. Donc, ça peut paraître idiot dit comme ça, mais en fait, c'est bien ça l'important. C'est le fait qu'ils aient envie de s'en servir et qu'ils en aient un. Bon. Donc, on va prendre le problème, nous, vraiment sous l'angle physique. On va regarder comment est-ce qu'on doit physiquement organiser le système et à quelle vitesse on peut déplacer le système, de quelles compétences on a besoin pour ça. Je vais prendre un autre exemple. Dans la rénovation du bâtiment, si on veut faire 1 million de rénovations par an, il faut faire rentrer 200 à 300 000 personnes dans l'artisanat du bâtiment. On les a aujourd'hui? Non. On ne les a pas, et on ne les forme pas du reste, parce qu'on continue à dire à nos chères têtes blondes à l'école que s'ils sont bons, ils iront à la fac, et que s'ils sont nuls, ils feront maçon. Bon. Donc, il y a plein de trucs à changer. Il n'y a pas juste le fait de trouver le bon prix du carbone. Et donc, pour rebondir sur le rapport Tirole tout à l'heure, je fais partie des gens qui pensent que ce truc est totalement désincarné, parce que c'est fait par des gens en chambre qui ne se sont jamais posé la question de savoir comment on formait un maçon. Alors que le vrai problème, il est là. Enfin, il est là. Il est dans ce genre de problème pratique. Donc, la façon dont on fonctionne, c'est donc 15 secteurs. Dans chaque secteur, on va chercher des gens du secteur avec lesquels on travaille. Il se trouve qu'à côté du Shift Project, il y a une association qui s'appelle les Shifters, dans laquelle il y a maintenant 10 000 personnes. Et donc, il y a des gens compétents techniquement sur à peu près n'importe quoi. Donc, il suffit de leur demander, il suffit de faire un appel au peuple en disant qui a envie de nous aider pour avancer sur tel sujet. Et on va chercher donc des gens du secteur, donc ils connaissent très bien les éléments techniques sous-jacents, pour nous aider à faire quelque chose qu'on peut mettre sur la table sans rougir. Donc ça ne veut pas dire que ça sera nécessairement complet,
Mais ça veut dire qu'on peut le mettre sur la table sans rougir et qu'on pense qu'on est capable d'en discuter. Et on va le présenter à un public aussi large que possible, dont par exemple des syndicats, dont par exemple des gens à droite et à gauche, j'ai envie de dire pris dans la rue, à qui on demandera ce qu'ils en pensent. Voilà, on est en train d'organiser aussi un grand système de mise en débat pour essayer d'avoir un nombre important d'avis externes, que les gens nous disent ça votre truc c'est complètement con, ou au contraire, oui je comprends bien la philosophie. Et enfin je vais finir par un élément issu d'un sondage très récent que j'ai vu qui m'a beaucoup frappé. On a demandé à la population française s'ils avaient à choisir entre les deux affirmations suivantes, laquelle ils préféraient. La première, c'est il faut préserver l'environnement même si ça doit nuire à la croissance et détruire des emplois. Ou bien il faut préserver à toute force la croissance, même si ça ne permet pas de s'occuper correctement de l'environnement. Eh bien, une majorité de la population, y compris dans les milieux modestes, préfère la première affirmation. Alors je trouve ça très intéressant. Et très encourageant. Ça veut dire que je pense qu'aujourd'hui, une large partie de la population est mûre pour penser le système sous l'angle physique en disant les euros, c'est un terme de bouclage, on verra derrière comment on les organise. Voilà. Et très étonnamment, plus les gens sont vieux, plus ils sont favorables à la croissance, ce qui est quand même un truc très étonnant puisque c'est eux qui vont en profiter le moins longtemps. Mais bon, c'est un autre sujet.